Le docteur Beaumont n'a pas eu un hoquet de surprise. Il n'a rien jeté au sol et n'a pas appelé d'infirmière. Il s'est juste arrêté. Il a relu le document qu'il tenait en main une fois de plus. Puis il a levé les yeux vers moi. Maurice. Et il n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé être 4 secondes complètes. 4 secondes, c'est long quand un enfant dort sur vos genoux. 4 secondes, c'est l'éternité quand cet enfant est votre petite fille. Monsieur, sa voix est sortie avec précaution. Mesurée. De la façon dont on parle à quelqu'un quand on n'est pas sûr de sa réaction. Depuis combien de temps boit-elle ce jus? Juliette, 7 ans depuis vendredi dernier. La petite dont j'avais manqué l'anniversaire dormait à poing fermé contre mon épaule. Ce n'était pas une sieste, pas un simple assoupissement. C'était le genre de sommeil qui n'a pas sa place un mardi après-midi à 16h dans une clinique pédiatrique du quartier d'Ainaï, à Lyon. J'ai regardé son petit visage, puis j'ai fixé le docteur Beaumont. Je ne sais pas, ai-je dit. C'est pour ça qu'on est là. Bienvenue sur la revanche d'un père. Installez-vous confortablement et rappelez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter, ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous allez apprécier la suite. Laissez-moi revenir en arrière. 2 heures plus tôt, le même jour. L'anniversaire de Juliette était le vendredi précédent, le 11 octobre. Elle fêtait ses 7 ans. Je l'ai manqué. Pas parce que je ne voulais pas être là, pas parce que j'avais oublié. J'avais été cloué au lit par un genou bloqué toute la semaine, ce même genou avec lequel je me bats depuis 2019. Et au moment où je me suis senti assez humain pour conduire, la fête était finie, le gâteau avait disparu et ma petite fille avait eu 7 ans sans que je sois dans la pièce. Cela me tourmentait plus que mon genou. Je l'imaginais à table, les bougies allumées, me cherchant du regard. Alors, le mardi 14 octobre, vers 14h15, je me suis habillé, j'ai chargé le grand sac cadeau violet sur le siège passager et j'ai quitté ma maison de Limonest pour me rendre à Écully. Le plan était simple. Déposer son cadeau, l'emmener manger une glace, la laisser me raconter tout ce que j'avais raté. Chaque détail, chaque cadeau, chaque enfant présent, et juste être là, être le grand-père avec 3 jours de retard. Mais j'allais me rattraper. C'est drôle comme les intentions les plus ordinaires se transforment en journées les plus extraordinaires. Je suis arrivé et j'ai sonné. Valérie a répondu, son téléphone à la main. Elle a à peine levé les yeux. Salut, Valérie. J'apporte quelque chose pour la petite. Je sais que j'ai quelques jours de retard. Elle est à l'étage. Elle a reculé pour me laisser entrer, s'éloignant déjà. J'ai un appel important. Je suis resté dans l'entrée une seconde, tenant ce sac violet, me sentant exactement comme ce que j'étais, un grand-père qui avait raté l'anniversaire de sa petite fille, arrivant 3 jours plus tard pour essayer de colmater les brèches avec une peluche. Bravo, Maurice. Je suis monté. La chambre de Juliette est la 2e porte à gauche. Elle a peint elle-même une pancarte. Lettre rose, chambre de Juliette. Frappez, s'il vous plaît. J'ai frappé. Juliette, ma puce. C'est papy. Silence. Puis un bruit de pas traînant. La porte s'est ouverte et Juliette était là, et j'ai ressenti un froid glacial me traverser la poitrine. Elle n'avait pas l'air bien, pas malade comme une grippe ou un rhume. Elle avait l'air lourde, le regard lent, un peu flou, comme si elle me regardait à travers une vitre embuée. Papy, elle a souri, mais c'est arrivé avec un décalage, comme un message qui met trop de temps à s'envoyer. Salut, l'anniversaireuse. J'ai gardé une voix calme. Je me suis accroupi à sa hauteur. Désolé d'avoir raté ta fête, ma puce. Tu fêtes encore? Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte. J'ai juste sommeil. Sommeil, j'ai regardé ma montre. Il était 14h00. Elle a haussé les épaules. Un haussement d'épaule de 7 ans. Les adultes posent trop de questions. Je suis entré et je me suis assis sur le bord de son lit. Je lui ai donné le sac. Elle l'a ouvert lentement, plus lentement que n'importe quel enfant de 7 ans ouvrant un cadeau, je peux vous le dire. Et quand elle a sorti son cadeau, l'éléphant en peluche, elle a souri pour de vrai cette fois. Un sourire large, chaleureux, tout à fait elle. Je vais l'appeler Gracie, a-t-elle dit. C'est un nom parfait. Elle a tenu Gracie et l'a regardé un moment, de la façon dont les enfants étudient les choses qu'ils aiment déjà. Puis elle l'a posée délicatement sur l'oreiller, pile au centre, comme si elle avait gardé cette place, et elle est devenue silencieuse, ce silence particulier des enfants quand ils se préparent à dire quelque chose de grave. J'ai attendu. Elle a levé les yeux vers moi, m'a regardé de cette façon qu'elle n'a que lorsqu'elle veut s'assurer que personne d'autre n'écoute. Elle s'est penchée tout près, ses 2 petites mains sur mon genou. Mon cœur le savait déjà. Mon cerveau n'avait juste pas encore percuté. Papy, a-t-elle chuchoté. Est-ce que tu peux demander à maman d'arrêter de mettre des trucs dans mon jus? Ça me donne sommeil et je n'aime pas ça. La pièce n'a pas tourné. Mon cœur n'a pas explosé. Je ne l'ai pas saisi par les épaules pour lui demander de répéter. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement, comme si elle venait de me dire la chose la plus banale du monde. D'accord, ma chérie.
On va aller faire un petit tour en voiture. Je veux que vous compreniez quelque chose à mon sujet. Je ne suis pas un homme dramatique, mais je sais quand quelque chose ne va pas, de la même façon que je sais quand un moteur ne tourne pas rond. On ne l'entend pas toujours. Parfois, on le sent juste dans le volant. Une vibration, une tension, quelque chose qui cloche, et le corps le sait avant que l'esprit ne suive. Je suis descendu. Valérie était toujours au téléphone, arpentant la cuisine, riant de quelque chose. Elle riait. « Je vais emmener Juliette prendre un goûter d'anniversaire », ai-je dit. « Une glace. Juste nous deux. » Elle a agité la main sans se retourner. « Bien sûr, ok. » Ouais, elle n'a même pas levé les yeux. J'ai attaché Juliette sur le siège passager de mon Toyota Land Cruiser 2009. Bleu foncé. Elle utilise toujours son rehausseur, elle m'a dit un jour que ça lui donnait l'impression d'être une princesse assise plus haut que les autres. J'ai démarré le moteur, j'ai quitté Écully en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse jusqu'au centre de Lyon. Je n'ai pas appelé Damien. Pas encore. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. D'abord, je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire. La clinique de la rue Sala était le centre de soins pédiatriques le plus proche en lequel j'avais confiance. Le docteur Beaumont avait vu Juliette 2 fois auparavant, pour des otites. Chaque fois, il avait été direct avec moi. Il connaissait son dossier. Plus important encore, il ne prenait pas les gens de haut. Je suis entré, j'ai dit à l'accueil que c'était urgent. Et quand ils nous ont appelés, je me suis assis face au docteur Beaumont et je lui ai raconté exactement ce que Juliette avait dit. Mot pour mot le murmure, les yeux lourds, la façon dont elle avait bougé lentement tout l'après-midi comme si elle était sous l'eau. Il ne m'a pas éconduit. Il ne m'a pas lancé ce regard de « vieux grand-père qui imagine des choses » auquel je m'attendais à moitié. Il a regardé Juliette, qui était assise sur la table d'examen en mangeant des biscuits secs dans un gobelet en carton comme si c'était le mardi le plus normal de sa vie. Et il a ordonné un bilan urinaire complet, un dépistage toxicologique, la totale. On aura les résultats dans environ 40 minutes, a-t-il dit. On a attendu. À la 30e minute, Juliette est descendue de la table, s'est blottie contre mon bras dans le fauteuil, et s'est endormie. Elle s'est éteinte comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je suis resté très immobile, j'ai fixé le mur, et j'ai pensé à Juliette debout dans l'encadrement de cette porte ralentie, s'appuyant comme si elle avait besoin du mur pour tenir. J'ai pensé au fait que j'avais failli ne pas venir aujourd'hui, que j'avais failli attendre le week-end. Et si j'avais attendu le week-end? La porte s'est ouverte. Le docteur Beaumont est revenu. Il tenait la feuille de résultat. Il l'a regardée. Puis il m'a regardé et il s'est arrêté. 4 secondes complètes. J'ai compté. Puis, monsieur, depuis combien de temps boit-elle ce jus? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ai-je demandé. Il s'est assis, a tourné la feuille pour que je puisse lire moi-même. Doxylamine. C'est un antihistaminique sédatif puissant, souvent utilisé pour les troubles du sommeil. Parfaitement sûr à la bonne dose pour les bonnes raisons. Mais les résultats montraient des concentrations, ces mots exacts, compatibles avec une administration intentionnelle répétée sur une période prolongée. Pas un accident, pas une fois. Répété, intentionnel, prolongé. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai croisé les mains sur mon genou et j'ai inspiré par le nez, expiré par la bouche. Est-ce que sa mère est chez elle en ce moment? A demandé doucement le docteur Beaumont. Oui, monsieur Vallet, je suis légalement tenu de signaler cela. Je sais. J'ai croisé son regard. Donnez-moi 24 heures, s'il vous plaît. Il m'a étudié pendant un long moment. Ce qu'il a vu a dû lui dire quelque chose, que je n'allais pas faire n'importe quoi, que je n'allais pas entrer dans cette maison d'Écully et la brûler de mes propres mains, même si chaque fibre de mon être en avait envie. Demain matin, a-t-il dit finalement. Tamkhong. Si je n'ai pas de nouvelles de vous d'ici là, je passe l'appel moi-même. Entendu. Nous nous sommes serrés la main. J'ai porté Juliette jusqu'à ma voiture, je l'ai attachée. Gracie l'éléphant était coincé sous son bras. Le trajet jusqu'à Limonest a pris 19 minutes. Je le sais parce que j'ai compté chacune d'entre elles. Juliette a dormi tout le long, la bouche légèrement entr'ouverte, la respiration régulière, une petite main serrée autour de cette peluche, comme si même dans son sommeil, elle savait qu'il fallait s'accrocher à quelque chose de bon. Je n'ai appelé personne. J'ai conduit en respectant scrupuleusement les limitations, et j'ai laissé le silence faire ce qu'il fait de mieux. Il a tout organisé. J'ai pensé au sac violet, aux 3 jours que j'avais passés à culpabiliser d'avoir manqué un anniversaire, alors que pendant tout ce temps, sous mon nez, quelque chose de bien pire qu'un anniversaire manqué arrivait à ma petite fille dans cette maison. J'avais passé 33 ans à réparer des moteurs brisés. Je savais que lorsque les dégâts sont profonds, on ne les répare pas avec du bruit. On les répare avec précision. Et je ne faisais que commencer. Le plus dur quand on découvre une trahison, ce n'est pas la colère. C'est l'inventaire repassé par chaque moment qu'on a ignoré, chaque détail qu'on a justifié, chaque alarme silencieuse qu'on a éteinte parce qu'on faisait confiance à la mauvaise personne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que je m'effondrais. Maurice ne s'effondre pas. Je me suis assis dans mon salon avec une petite lampe,
une tasse de café refroidissant sur la table basse, et j'ai réfléchi méthodiquement comme je réfléchissais autrefois à un démontage de moteur. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Et quel est le bon ordre pour le découvrir? Ce que je savais. Ma petite fille avait été droguée de manière répétée dans sa propre maison par quelqu'un qui était censé la protéger. Ce que je ne savais pas encore. Depuis combien de temps, jusqu'à quel point, et surtout, pourquoi? Le « pourquoi » était la partie qui m'empêchait de dormir. Si vous nous suivez depuis un moment, faites-nous une faveur. Abonnez-vous. C'est gratuit pour vous et c'est essentiel pour nous. Cliquez sur le pouce bleu et partagez votre avis en commentaire. Mercredi 15 octobre, 6h47. J'ai appelé Damien. Pas pour tout lui dire. Pas encore. J'avais besoin d'entendre sa voix d'abord. Besoin de tâter le terrain avant de lui remettre quelque chose qui allait bouleverser toute sa vie. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Il avait l'air d'être déjà debout. Damien a toujours été un lève-tôt. Il tient ça de moi. Salut, papa. Tout va bien? Tout va bien, fils. Dis-moi, comment va Juliette ces derniers temps? Tu as remarqué quelque chose de différent chez elle? Pause. Le genre de pause qui signifie qu'il y réfléchit vraiment, qu'il n'est pas juste poli. Elle dort beaucoup, en fait. Valérie dit que c'est sûrement une poussée de croissance. Une autre pause. Pourquoi? Poussée de croissance. J'ai gardé une voix légère. Pas de raison spéciale. J'ai juste raté son anniversaire. Je pensais à elle. Dis, ça t'ennuierait si elle venait passer une semaine ou deux à la maison? Un peu de temps avec son grand-père. Je m'en veux d'avoir manqué la fête. Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. Papa, elle adorait ça. Laisse-moi en parler à Valérie. Merci, fils. J'ai raccroché et j'ai médité là, dessus une minute. Poussée de croissance. Damien avait regardé sa fille en face les yeux lents, les membres lourds, dormant sans cesse et l'avait classée dans poussée de croissance, parce que sa femme le lui avait dit. Ce n'est pas un mauvais père. C'est un père qui a un bandeau sur les yeux. Il y a une différence. Je devais m'en souvenir. À 9h, j'avais rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille nommé Maître Lefebvre, un homme vers qui on m'avait dirigé des années auparavant et que je n'avais jamais oublié. Un homme qui connaissait la loi et ne gaspillait pas ses mots. Je suis entré et j'ai tout étalé sur son bureau. La visite à la clinique, le rapport du docteur Beaumont, les résultats toxicologiques que j'avais photographiés avec mon téléphone. Maître Lefebvre a mis ses lunettes et n'a pas dit un mot pendant 3 minutes complètes. Puis il a levé les yeux. Maurice, vous comprenez ce que c'est? Je comprends. Mise en danger de mineur, possiblement aggravée selon la durée et l'intention. Il a enlevé ses lunettes. Qui d'autre est au courant? Vous, le médecin, moi, Damien? Pas encore. Il a hoché la tête lentement. C'est prudent. Avant de lui dire, vous voulez des preuves qu'il ne pourra pas ignorer. Parce que quand un homme entend une chose pareille sur sa femme, son premier instinct est le déni. Vous voulez que les preuves soient si solides que le déni n'est plus une option. Il avait raison. Absolument raison. De quoi ai-je besoin, ai-je demandé? Les rapports médicaux. Les relevés de pharmacie si vous pouvez les tracer. Une chronologie et une surveillance de la maison. Il a fait glisser une carte sur le bureau avant même que je ne puisse demander. Pascal D. Enquête privée. Il est minutieux, a dit Lefebvre. Et il est discret. J'ai empoché la carte. Une dernière chose, a ajouté Lefebvre en se penchant. Quand Damien vous rappellera pour dire que Juliette peut venir, acceptez immédiatement et sortez-la de cette maison aujourd'hui même si possible. C'était déjà prévu. Il a presque souri. Vous avez déjà fait ça. J'ai réparé beaucoup de choses brisées. Damien a rappelé à 11h03. Valérie est tout à fait d'accord. Elle dit que ça ferait du bien à Juliette de prendre l'air, de changer de décor. Il a ri un peu. Je crois qu'elle a appelé ça une opportunité de créer des liens. Une opportunité de créer des liens. Elle avait livré ma petite fille sans sourciller. Elle n'a pas demandé pour combien de temps. Elle n'a pas demandé ce qu'on allait faire. Elle n'a même pas pris le téléphone pour dire au revoir. J'ai noté ça dans un coin de ma tête. J'irai la chercher cet après-midi, ai-je dit. Je me suis garé devant la maison d'Écully à 14h pile. Juliette attendait à la porte avec un sac à dos et Gracie sous le bras. Valérie était quelque part au fond de la maison, elle n'est pas venue à la porte. J'ai attaché Juliette. Elle avait l'air mieux que la veille, un peu plus vive, un peu plus présente. Une nuit sans peut être juste le fait d'être déjà loin de cette maison. Est-ce qu'on part à l'aventure, papy? A-t-elle demandé. La plus belle de toutes, ai-je répondu. Et je le pensais plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je vais vous parler de Valérie maintenant. Et je vais être juste, parce que la justice compte, même quand on est en colère. Surtout quand on est en colère. Elle a eu une enfance difficile. Je savais ça par Damien. Mère célibataire, banlieue difficile, à se battre pour tout. Elle s'était fait une place à la seule force de sa volonté. Un bon travail, une belle adresse, une image impeccable. Quand elle a rencontré Damien,
Elle avait 26 ans, elle était ambitieuse et impressionnante. Je l'aimais bien au début, je veux être honnête là, dessus aussi. Mais quelque part en chemin et je ne l'ai pas vue, aucun d'entre nous ne l'a vu, la vie qu'elle avait construite a cessé d'être quelque chose qu'elle aimait pour devenir quelque chose qu'elle devait simplement entretenir. Damien voyageait constamment pour le travail. Juliette était bruyante, vive et exigeante, comme le sont les enfants vraiment vivants. Et Valérie se sentait étouffée entre ces murs. Je ne dis pas que cela justifie ce qu'elle a fait. Non, je dis que je comprends la différence entre la méchanceté et le désespoir. Et j'ai appris que les gens désespérés font aussi des choses malveillantes. Ce que je ne savais pas encore, ce que Pascal, le détective, allait me montrer, c'était à quel point elle était devenue désespérée. Pascal m'a appelé le jeudi soir, 6 octobre. Maurice, j'ai quelque chose. Vous voulez qu'on se voie? À quelle vitesse pouvez-vous être à la brasserie du parc? 20 minutes. Il était là en 18. Un gars trapu. Le regard calme. Le genre d'homme qu'on ne remarque jamais dans la foule. Il a commandé un café, a fait glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert. Des photos. Nettes, horodatées, sans ambiguïté. Valérie est un homme que je n'avais jamais vu. Grand, élégant, ce genre d'assurance facile des gens qui n'ont jamais eu à travailler trop dur pour obtenir quoi que ce soit. Des reçus d'un hôtel de luxe du centre-ville. Un deuxième d'un endroit discret dans les Monts d'Or. Des dates et des heures qui coïncidaient et j'ai vérifié, croyez-moi, avec les nuits où Damien était en voyage. L'homme s'appelait Stéphane, 38 ans, consultant. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. D'après ce que je peux confirmer, Pascal a entouré sa tasse de café de ses deux mains, au moins 8 mois. 8 mois. Juliette venait d'avoir 7 ans. J'ai fait le calcul et la conclusion m'a donné la nausée. La petite, ai-je dit. Pascal m'a regardé fixement. Rien n'indique qu'il soit au courant des détails, mais la chronologie des médicaments, il a marqué une pause, semble coïncider avec le moment où la relation est devenue plus fréquente. Elle avait besoin de plus de temps. Juliette était toujours là, alors elle l'endormait. J'ai fermé le dossier. Je suis resté assis longtemps. Pascal ne m'a pas pressé. Il a juste bu son café et m'a laissé être un grand-père face à une réalité qu'aucun grand-père ne devrait avoir à affronter. Elle ne l'avait pas fait par cruauté. Elle l'avait fait par commodité, et d'une certaine façon, c'était pire. Qu'est-ce que ce Stéphane sait? Ai-je fini par demander. Pascal a posé sa tasse. C'est là le problème. Il connaît l'existence de Juliette. On lui a dit que c'était une enfant difficile. Il a marqué une pause. Il n'a jamais posé de questions supplémentaires. Lâche. Tous les deux. Deux adultes dans cette maison, l'une par le sang, l'autre par choix. Et aucun d'eux n'avait regardé une petite fille de 7 ans en se posant une seule question valable. Et puis il y avait Damien, mon fils, se tuant au travail, faisant une confiance totale, manquant tout. J'ai payé le café, je me suis levé, j'ai fourré le dossier sous mon bras. Pascal, ai-je dit, je vais avoir besoin de tout documenter, date, heure, lieu, du solide. C'est déjà en cours, a-t-il dit. Un bon gars. Je suis rentré chez moi avec les vitres baissées. Octobre à Lyon a sa propre odeur, quelque chose entre l'herbe coupée et le froid qui arrive. Ce dernier souffle de tiédeur avant que la saison ne bascule. Juliette était chez moi, endormie dans la chambre d'amis. Un vrai sommeil cette fois, naturel, sûr. Gracie l'éléphant sur l'oreiller à côté d'elle. Je suis resté sur le seuil et je l'ai regardé respirer un moment. Puis je suis allé à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon carnet, le même que j'utilisais pour mes relevés mécaniques, et j'ai commencé à écrire les dates, les observations, tout ce que le docteur Beaumont m'avait dit. Tout ce que Pascal venait de me remettre, chaque pièce du puzzle dans l'ordre, de ma propre main. J'ai appelé Maître Lefebvre et j'ai laissé un message, on est prêt à bouger. Puis j'ai repris le téléphone et j'ai appelé mon fils, pas pour tout lui dire, pas ce soir, juste pour dire, Damien, j'ai besoin que tu rentres. Damien est arrivé le vendredi soir, 17 octobre, vers 18h30. Il s'est garé dans mon allée avec sa berline allemande qu'il aime tant et a marché vers la porte avec l'air d'un homme qui pensait être invité à dîner, détendu, serein, sa veste sur un bras. Il n'avait aucune idée. Juliette dormait déjà dans la chambre du fond. Je m'en étais assuré. Ce qui allait se passer à cette table n'était pas pour des oreilles de 7 ans. Pas ce soir, ni jamais si je pouvais l'éviter. J'avais cuisiné un pot-au-feu, le même repas que je préparais pour Damien chaque fois que la vie lui imposait une épreuve. Quand il avait raté ses examens, quand sa première entreprise avait coulé à 29 ans, il ne savait pas que c'était un rituel. Je ne lui avais jamais dit, mais je l'avais fait à chaque fois. Il y a des choses qu'on fait sans explication, on les fait, c'est tout. Il est entré, m'a embrassé, a regardé autour de lui. Ça sent bon. Où est Juliette? Déjà endormie. Elle va mieux. Elle a repris des couleurs. Il a souri. Tant mieux. Elle en avait besoin. Il s'est assis à table. Alors, qu'est-ce qui se passe, papa? Tu avais une drôle de voix au téléphone. Mange d'abord, ai-je dit. Il m'a lancé un regard, le même qu'il me lançait depuis ses 12 ans, celui qui dit, tu es bizarre. Mais il a pris sa fourchette. Nous avons mangé. Je l'ai laissé finir.
Je l'ai laissé prendre une deuxième part et finir son verre de vin. Je l'ai laissé être à l'aise une dernière fois avant de changer sa vie. Puis je me suis levé, je suis allé au comptoir, et j'ai posé 3 choses sur la table devant lui, le rapport médical, les relevés de pharmacie que Maître Lefebvre m'avait aidé à tracer, et le dossier de Pascal. Je me suis rassis, et je n'ai pas dit un mot. Laisse les preuves parler, Maurice. C'est ce que tu lui as appris. Damien m'a regardé, puis les papiers. Il a pris le rapport médical en premier, lentement de la façon dont on prend quelque chose quand on n'est pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. Il a lu. J'ai observé son visage. Il n'a pas explosé, ne s'est pas décomposé. Il s'est figé comme l'eau d'un étang juste avant que quelque chose ne brise la surface. Il l'a posé, a pris les relevés de pharmacie, les a lus aussi, les a posés. Puis il a ouvert le dossier de Pascal. Les photos étaient au-dessus. Il l'a refermé après les 2 premières. La cuisine était si silencieuse que j'entendais le ronronnement du réfrigérateur. Puis Damien s'est levé très lentement, avec un grand contrôle, et il a dit « Excuse-moi une minute », puis il est allé dans le couloir, vers la salle de bain, et a fermé la porte. Je suis resté à cette table et j'ai attendu. Prends ton temps, fils. Prends tout le temps qu'il te faut. Il est resté longtemps, assez longtemps pour que je me serve un autre verre d'eau. Assez longtemps pour que l'horloge de la cuisine égrène 7 minutes complètes. Quand il est revenu, ses yeux étaient rouges. Sa voix était ferme. Il s'est assis, a regardé le dossier sans le toucher. Puis il a demandé « Est-ce que Juliette sait ce qu'il y avait dans son jus ?»« Non, ai-je dit. Elle sait juste que ça lui donnait sommeil et qu'elle n'aimait pas ça. » Il a hoché la tête une fois, lentement. Bien. Sa mâchoire s'est crispée. Elle n'a pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Et là, à cet instant précis, j'ai vu mon fils clairement, pas le mari aveuglé, pas l'homme qui avait classé le regard absent de sa fille dans « poussée de croissance » avant de retourner à son ordinateur. Le père le vrai sous tous ses voyages, ce travail et cette confiance qu'il avait accordée à la mauvaise personne. Il était toujours là. Il avait juste besoin que quelqu'un lui remette la vérité en main propre. « Depuis quand tu sais ?» a-t-il demandé. « Depuis mardi. » Il a levé les yeux. « Tu as gardé ça pour toi depuis mardi. Je voulais que ce soit inattaquable avant de te le présenter. Je ne voulais pas te donner quelque chose dont tu aurais pu essayer de te persuader que ce n'était rien. » Il est resté silencieux un moment. Puis, et je ne m'y attendais pas, il a laissé échapper un petit rire sans joie. « Tu as entièrement remonté le moteur avant de me montrer la panne. » « Déformation professionnelle, ai-je dit. » Il a regardé le dossier une dernière fois. Puis il l'a poussé sur le côté et a sorti son téléphone. « J'ai besoin du numéro de Maître Lefebvre, a-t-il dit. C'est bien mon fils. Damien n'a pas confronté Valérie ce soir-là, ni le samedi. Il a passé le week-end chez moi, dormant dans son ancienne chambre, prenant son petit déjeuner avec Juliette, la regardant promener Gracie dans la cuisine pendant qu'il buvait son café. Il la regardait, simplement, comme pour imprimer chaque seconde. Dimanche, il est retourné à Écully seul. Il avait parlé à Maître Lefebvre 2 fois, avait transféré de l'argent sur un compte séparé le samedi matin, avait photographié des documents dans le bureau de la maison. Il avait tout fait méthodiquement, soigneusement, sans un seul geste inutile. Il avait appris ça quelque part. Lundi matin, 20 octobre. Il a attendu que Juliette soit à l'école. Je l'avais déposée moi-même, je m'étais assuré qu'elle était en sécurité. Et puis il est entré dans cette cuisine à Écully, et il s'est assis face à Valérie à la même table qu'elle photographiait pour les réseaux sociaux avec la légende « Dimanche matin », celle avec la belle lumière et les tasses de café parfaitement disposées. Il m'a tout raconté ce soir-là, mot pour mot, et je vais vous le raconter de la même façon. Elle était sur son ordinateur quand il est entré, elle a levé les yeux et a souri. Un matin normal. Il s'est assis face à elle et il a fait glisser le rapport médical sur la table. Elle l'a regardé lui, et il a vu son sourire se dissoudre en temps réel. Elle a commencé à parler immédiatement. C'était sa première erreur, elle est passée direct aux explications au lieu de demander ce qu'il savait déjà. « Damien, je peux expliquer. » Elle avait du mal à dormir. Et j'ai juste. Il a laissé le silence s'installer pendant 10 bonnes secondes. Puis il a puisé dans le dossier et a posé les relevés de pharmacie sur la table. Puis les photos. Elle a regardé les photos d'elle et de Stéphane et elle s'est totalement figée. « Je t'ai fait confiance, » a dit Damien. Sa voix n'a jamais monté. Pas une fois. « Ma fille, ma maison, mon nom. » Il s'est levé. « Tu t'es servi des 3. Damien, s'il te plaît. Juliette est ma fille aussi. Je l'aime. Je n'aurai jamais. Tu l'as droguée. Toujours calme, toujours ferme. Pendant des mois, pour pouvoir passer plus de temps avec lui. Il a pris ses clés sur le comptoir. Quelle que soit l'histoire que tu te racontes pour justifier ça, c'est ton fardeau, pas le mien. Il s'est dirigé vers la porte. Elle a dit, « Est-ce que tu vas me l'enlever ?» Il s'est arrêté, s'est retourné une dernière fois. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il dit. « Pas moi. » Et il est sorti. Je vais vous dire comment ça s'est fini, pas la version cinéma, la vraie version. Parce que la vraie justice n'a pas de musique de fond,
Elle arrive avec de la paperasse, des dates d'audience et beaucoup d'attentes. Mais elle arrive. La garde exclusive a été accordée à Damien 60 jours après qu'il a franchi cette porte. L'avocat de Valérie a essayé de plaider le stress, la santé mentale, les circonstances atténuantes. Maître Lefebvre a fait témoigner le docteur Beaumont, a mis les analyses toxicologiques sous les yeux du juge, a posé les relevés de pharmacie 7 mois d'achat, tracés et documentés sur la table. Le juge n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Visite médiatisée uniquement, en attendant une enquête complète des services sociaux. Des poursuites pour mise en danger de mineurs ont été engagées par le procureur. Stéphane, quand les enquêteurs l'ont contacté, a coopéré immédiatement et totalement. Il leur a tout donné, date, lieu, conversation. Il a livré Valérie sans hésiter une seconde pour se protéger lui-même. Le lâche a servi la justice une dernière fois. La maison d'Écully a été vendue lors du divorce, laissant Valérie avec beaucoup moins que la vie qu'elle avait si soigneusement mise en scène. La page Instagram est devenue silencieuse. Les décorations saisonnières sur la porte ont disparu. La boîte aux lettres appartenait à quelqu'un d'autre dès le mois de décembre. Pas d'explosion, pas de scène, juste des papiers. C'est comme ça que les choses réelles se terminent. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires familiales brutes et authentiques. Et comme toujours, merci de faire partie de La Revanche d'un père.